C'était la crise globale qui venait aussi de commencer. Donc l'effet immédiat de la crise, avec aussi le déclin de la demande, a fait que nous avons un répit. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très petite bonne nouvelle parce qu'elle nous donne un répit, et c'est une très mauvaise nouvelle pour les tendances à long terme. Parce qu'encore une fois, l'urgence accapare l'attention, et puis il y a surtout les effets de la crise, c'est-à-dire resserrement du crédit, pas d'investissement ou très peu, parce qu'il y a des concurrences sur des finances rares, surtout une baisse immense de l'aide au développement. N'oublions pas que l'aide au développement à l'agriculture est passée de 17% en 80 à seulement 3% en 2004, et on ne part qu'à l'urgence ou alors à des situations de crise. Donc l'aide au développement a considérablement réduit l'impact. C'est d'abord les pauvres qui souffrent. C'est d'abord les exclus, c'est les pays les moins avancés, mais aussi les pays à revenus intermédiaires. Et je vous l'ai déjà dit, c'est également les pays à revenus moyens. Au Maroc, nous avons souffert de cette problématique. Alors aujourd'hui, on dit un répit, oui, mais d'abord, il y a une latence. Les prix n'ont pas encore complètement baissé, même s'ils sont 25% moins chers qu'ils ne l'étaient. Mais surtout, le grand problème qui se pose, c'est que nous avons encore 36 pays qui ne sont pas attirés d'affaires, qui sont dans une insécurité alimentaire absolument incroyable. L'effet global, c'est que ça s'est multiplié, on l'a déjà dit, c'est passé de 823 millions de sous de mal nourris à 920 millions. Et par conséquent, il y a toutes ces problématiques-là qui sont croisées. Alors, le grand problème et la mauvaise nouvelle, c'est que s'il n'y a pas des investissements massifs, malgré tout, on arrivera très vite à cette problématique de changement de mode de vie qui est très aléatoire parce que l'homme oublie très vite. Dès que la crise, on en sortira et que ça repartira comme en 40. Tout le monde va reprendre ses belles habitudes de dévastateurs pour l'environnement. Mon parcours d'élu déjà, j'ai été ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin. Je suis maire d'une ville de 100 000 habitants, Porte de Paris. Je suis écologiste depuis toujours et je suis convaincue que l'écologie, c'est une voie inévitable si on veut vivre en paix sur la planète, si on veut construire une démocratie vivante et si on veut ne jamais oublier que la justice sociale et la protection des ressources vont de pair et sont indissociables. Et j'ai l'occasion de le démontrer tous les jours dans ma ville pauvre, métissée, bigarrée de Seine-Saint-Denis. Prévenir la crise alimentaire, je crois qu'elle est là. Elle est là, la crise alimentaire. Elle est même là depuis longtemps, même si elle est différente dans ses impacts, dans son rythme, de ce qu'elle a pu être par le passé. Et donc, en préparant mon intervention, je me suis dit qu'il fallait surtout mettre en forme des choses qu'on sait déjà, redire des choses qui avaient l'air d'être des évidences, parce qu'au fond, on sait ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faut faire pour aller dans quelques jours. Se réunissaient donc à Copenhague des scientifiques du monde entier pour évoquer les décisions concrètes à prendre pour conjurer la menace du changement climatique. Quand j'étais à Kyoto il y a 10 ans et qu'on évoquait le fait que le climat de la Terre allait profondément se bouleverser, qu'on aurait peut-être une température moyenne qui serait peut-être 2 degrés, 3 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui à la fin du siècle, ça faisait pas rigoler, non, mais on avait l'impression que c'était excessif et qu'on arriverait à infléchir la situation. On n'a rien infléchi du tout, la situation continue à se dégrader. Et aujourd'hui, les scientifiques un peu lucides vous disent plus de degrés. Ils disent 3, 4 degrés, peut-être 6, ce qui veut dire à l'échelle régionale des bouleversements totalement radicaux en termes de biodiversité, en termes de disponibilité de l'eau, en termes d'événements climatiques extrêmes, en termes de mobilité des populations, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui doivent bouger au cours des décennies qui viennent, et puis évidemment en termes de nourriture pour une humanité qui dépassera 9 milliards d'habitants, des gens qui ont évidemment l'espoir de vivre aussi bien que nous. Et particulièrement, puisqu'on a parlé des effets de la mondialisation, parmi les effets les plus négatifs de la mondialisation, ce sont ces disparités entre pays riches et pays pauvres, à tel point qu'on ne sait plus qui est riche et qui est pauvre, parce qu'effectivement l'Afrique
est un continent riche, c'est le plus riche des continents. Mais ce n'est pas l'Afrique qui est pauvre, ce sont les Africains qui sont pauvres. Et si les Africains sont pauvres malgré la richesse de leurs ressources, c'est parce qu'il y a quelque part d'autres, des pays qui sont riches, des richesses de l'Afrique. Et ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre des mots. Et je ne parle pas uniquement des hommes et des femmes, je parle de toutes les composantes de la société, parce que je reviens à ma petite présentation du début qui n'était pas innocente. C'était de vous dire que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les pauvres, les exclus, les marginalisés, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire 80% de la population. Alors si aujourd'hui toutes ces populations sont réhabilitées et sont mises au centre des politiques publiques, c'est une véritable chance que nous avons de repartir sur un développement qui soit réellement un développement équitable. Et là, quand on parle effectivement de développement équitable, c'est le souci aujourd'hui de tous ceux qui parlent de développement durable, de développement, disons, de développement humain durable, c'est le souci justement de cette équité, parce que sans l'équité, sans cette approche genre, on ne peut pas réellement arriver au développement durable. Et ça, ce n'est pas moi toute seule qui le dis, hein, c'est la Banque mondiale, n'est-ce pas, qui dit que l'approche genre n'est pas exclusivement liée au sujet qui concerne la femme. L'approche genre implique la compréhension des opportunités, des contraintes et des impacts du changement tels qu'ils touchent aussi bien l'homme que la femme. Et le partenariat et l'égalité entre l'homme et la femme, bon, sont les bases des familles unies, mais également de sociétés viables dans un monde en perpétuelle évolution. Donc je crois que la crise qui est là aujourd'hui, qui est peut-être une crise de la mondialisation, qui est une crise du capitalisme, est là pour nous rappeler qu'on ne peut pas parler de capitalisme. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de potentiel. Il y a le potentiel. Mais ce qui fait que ces potentialités ne sont pas optimisées par des façons culturelles, par un mode de culture qui ne les optimise pas. Et tout le programme que nous sommes en train de mettre aussi au Maroc, ça consiste à quoi? Aller dans les zones arides et démontrer que sur les zones arides, avec des techniques agroécologiques, l'apport de compostage, un mode de travail, le voisinage des plantes, la reconstitution d'un système écologique interactif augmente considérablement la production. Et je rejoins par rapport on a notre ami Hassan qui n'est pas là, et j'ai Zawal, et j'ai retenu quelque chose qu'il disait, que je redis, que j'en ai fait un peu mon affaire, c'est que la nourriture, c'est pas simplement quantitative, il faut qu'elle soit qualitative. Et Hassan disait ici même, une année, bientôt quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Et c'est la vérité. Et aujourd'hui, la question alimentaire n'est pas simplement en quantité, puisque les savants les plus sérieux, les chercheurs les plus sérieux, mettent en évidence qu'il y a un lien direct entre l'alimentation et les pathologies qui sont en train de se développer aujourd'hui. Pathologies, cancers, etc. Donc l'alimentation n'est pas anodine, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre simplement en termes comment créer de la quantité, mais comment créer de la qualité, qui en fait épargne l'eau, la terre, améliore l'eau, la terre, améliore la santé humaine, et donc réduit les dépenses de santé et aboutit à une nourriture qui soit vitalisante. Alors je ne veux pas prendre trop la parole parce que ça mériterait, si vous voulez, un développement très important, de savoir comment la terre peut être vitalisée, comment la graine que vous mettez dans la terre, c'est un ovule que vous mettez dans la terre et que la terre va couver. Donc la notion de terre-mère n'est pas une métaphore, c'est une réalité que la terre est mère. Parce qu'elle couvre la graine pousse, elle va attirer les énergies cosmiques et elle va associer les énergies cosmiques aux énergies terrestres et elle va vous donner quoi? De l'énergie. Elle ne donne pas de la substance seulement. Et quand vous allez manger les résultats de votre culture, c'est-à-dire que le végétal va être une espèce de cordon ombilical qui transmet les substances de la terre-mère dans notre corps. Et ainsi, nous sommes reliés à la grande symphonie de la vie, et il n'y a que comme ça que nous pouvons survivre. Nous ne pourrons pas survivre autrement.